Il y a une vérité inconfortable que très peu osent dire à voix haute. La plupart des gens échouent à manifester ce qu'ils désirent parce qu'ils sont piégés dans le piège du besoin. Ils veulent, exigent, s'obsèdent et finissent par payer le prix avec de l'anxiété, une insatisfaction chronique et un épuisement émotionnel que personne ne voit, mais qui se ressent comme une dette intérieure impossible à régler. Il est facile de se laisser emporter par l'impulsion, de vouloir tout de suite, de mesurer sa valeur en fonction des résultats, de tomber dans l'urgence constante, mais c'est là que beaucoup perdent leur liberté et leur paix. À quoi bon atteindre un objectif si le coût psychologique est plus élevé que la récompense elle-même? C'est ici que la philosophie stoïque entre en jeu avec sa brutalité honnête. Tu n'es pas tes désirs, tu n'es pas tes résultats, et ton bien-être n'est pas à vendre au plus offrant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la course frénétique vers chaque objectif, mais dans le savoir, quand lâcher prise, quand accepter, quand faire face à l'obstacle et en tirer la leçon qui te renforce. Manifester ne signifie pas lutter avec les poings serrés, mais apprendre à faire confiance aux mécanismes invisibles de la vie qui récompensent ceux qui agissent avec sérénité et confiance. Ce n'est que lorsque tu cesses de mendier des résultats que tu deviens magnétique. Le véritable succès est celui qui ne te coûte pas la paix. Aujourd'hui, nous allons entraîner cette discipline intérieure, car celui qui maîtrise ses émotions dirige son destin. 1. Laisse aller l'urgence de tout avoir. L'urgence de vouloir tout est le poison qui te maintient esclave. C'est le piège mental le plus efficace. Il te convainc que si tu n'obtiens pas tout ce que tu désires à cet instant, alors tu ne vaux rien, tu n'es pas suffisant, tu n'iras nulle part. Mais veux-tu la vérité? Cette anxiété d'avoir tout est exactement ce qui t'éloigne de tout résultat réel. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et ensuite se plaindre que progresser est impossible. Tant que tu resteras attaché à ce besoin désespéré de contrôler chaque résultat, chaque avancée, chaque validation externe, tu continueras à tourner en rond, épuisé et vide. La mentalité d'urgence est une dette émotionnelle qui se multiplie chaque jour où tu la maintiens. Plus tu t'obsèdes pour l'avenir, plus tu oublies les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, la réalité que tu peux transformer ici et maintenant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les confortables ou ceux qui cherchent un réconfort facile. C'est une discipline pour ceux qui ont le courage de se regarder dans le miroir et d'admettre que la majeure partie de leur souffrance vient de l'arrogance de croire que la vie devrait céder à leurs caprices et à leur agenda. La clé est de lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas se résigner ni renoncer à tes rêves. C'est cesser de s'accrocher comme si ton existence dépendait de ce que tu n'as pas encore accompli. Chaque fois que tu te surprends à vouloir forcer le résultat, tu ignores le pouvoir que tu as dans le présent. C'est un acte de faiblesse émotionnelle, même si tu veux le déguiser en ambition ou en motivation. La véritable force est de pouvoir regarder tes désirs en face et dire « c'est ce que je veux, mais je n'en ai pas besoin pour être qui je suis ». C'est la différence entre agir depuis le manque et agir depuis l'abondance intérieure. Celui qui agit depuis l'urgence est toujours en dette envers lui-même. Celui qui lâche l'urgence peut enfin investir son énergie dans ce qu'il contrôle réellement, ses actions, son caractère, son attitude. Il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois répondre sans excuse. Vas-tu continuer à mendier des miettes de validation externe ou vas-tu commencer à construire depuis le calme et le détachement? La plupart échouent parce qu'ils n'apprennent jamais à lâcher le contrôle. Ils vivent en répétant le même cycle. Attente exagérée, anxiété, frustration, plus d'attente, plus d'anxiété. C'est un mécanisme mental autodestructeur. Le stoïque brise ce cycle. Il sait que la vie est imprévisible, qu'aucun désir ne se manifeste exactement selon ses conditions. Alors, il entraîne le muscle du détachement. Il agit avec détermination, mais lâche l'attente. Je n'ai pas besoin d'avoir tout pour être tout ce que je peux être. C'est la ligne qui coupe la racine de l'anxiété.
L'urgence n'est qu'un masque de la peur, du vide que tu ne veux pas regarder. Quand tu lâches prise, tu réalises que le présent est un terrain fertile, suffisant pour planter tes actions, sans arracher à la vie ce qui n'est pas encore prêt. Lâcher l'urgence est le premier acte de souveraineté intérieure. C'est le début de la véritable manifestation. Si tu n'es pas capable de laisser aller l'obsession du résultat, tu ne profiteras jamais ni du processus, ni de l'accomplissement. Souviens-toi de ceci, celui qui a besoin d'avoir tout n'a jamais rien. Celui qui lâche l'urgence attire tout sans se perdre lui-même. 2. Choisis la présence plutôt que les attentes. Tu es assis devant l'écran, tu ouvres ton email et le voilà, le message que tu attendais. Mais dès que tu vois qu'il n'apporte pas de nouvelles définitives, tu sens ton estomac se nouer. Tu ne peux pas t'en empêcher. L'esprit s'emballe, repassant tout ce qui pourrait mal tourner, cherchant des réponses là où il n'y a que de l'incertitude. Tu regardes l'horloge, relis le message, cherches un détail caché, quelque chose qui t'aiderait à deviner l'avenir. Mais il n'y a rien, juste la réalité de cet instant et l'impulsion presque automatique de sauter vers ce qui vient ensuite. C'est comme si tu étais programmé pour vivre dans l'antichambre du résultat suivant, incapable de rester une seconde avec ce qui se passe maintenant. Tout le temps à attendre la nouvelle, l'appel, le numéro, le signe, la tête plongée dans le futur et le corps ici, figé. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme des attentes. Il te vole la présence et te vend l'illusion du contrôle. C'est ici que se joue la différence entre une vie dominée par l'anxiété et une conduite par le calme. Le désir en soi n'est pas le problème. Le véritable conflit commence lorsque tu transformes ce désir en exigence, en une sorte de dette émotionnelle qui ne sera réglée que si le monde respecte exactement ton scénario. Et cela arrive presque jamais. Le mécanisme interne est subtil mais puissant. Tu places toute ton attention à l'extérieur de toi, attaché à ce qui devrait venir, tandis que le présent devient une formalité inconfortable. Tu ne vois pas ce que tu as devant toi, car ton filtre est le besoin que quelque chose d'autre se produise. Ainsi s'installe l'insatisfaction chronique, la sensation que ce n'est jamais suffisant, qu'il manque toujours quelque chose pour pouvoir respirer en paix. La clé stoïque est de choisir la présence plutôt que les attentes. Cela semble simple, mais c'est une révolution intérieure. Il s'agit d'entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, au seul point où la vie se déroule réellement. Ici, maintenant, cet instant. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. L'attente est un pari à l'aveugle, un investissement émotionnel dans quelque chose que tu ne contrôles pas. La présence, en revanche, est l'acte conscient de reprendre ton pouvoir et de redonner de l'énergie à ce que tu peux réellement transformer. Ton attitude, tes actions, ta réponse face à ce que tu es amené à vivre. Chaque fois que tu choisis d'être présent, même s'il y a 1000 raisons de fuir vers le futur, tu renforces ton muscle d'autorité interne. Et cela se ressent. L'anxiété perd de sa force, l'esprit se calme, le corps se détend. Tu peux penser plus clairement et mieux répondre, car tu n'es plus à la merci de ce qui se passera ensuite. Rester dans la présence est inconfortable, car cela t'oblige à affronter ce que tu ressens et penses réellement sans l'anesthésie de l'anticipation. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Il est facile de se perdre dans les fantasmes et les attentes, mais cela ne fait que retarder la rencontre avec soi-même. La présence est la porte de la véritable manifestation. Seulement lorsque tu habites le moment, tu peux voir les opportunités qui auparavant te filaient entre les doigts. Seulement lorsque tu cesses d'hypothéquer ta paix pour un résultat, tu commences à expérimenter une véritable abondance. La vie se déroule pendant que tu l'attends. C'est le piège et aussi la sortie. Si tu ne choisis pas d'être ici, maintenant, tout ce que tu obtiendras sera un prix que tu ne peux pas apprécier. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise la présence. Il n'a pas besoin de promesses d'avenir pour se sentir complet. Il ne permet pas à l'attente de dicter la valeur de sa journée. Il choisit d'être et dans ce simple choix, il trouve tout son pouvoir.
C'est aussi simple que cela. Celui qui vit présent, vit libre. 3. Faites de chaque obstacle un maître. Je vais dire quelque chose qui n'est pas confortable à admettre, mais c'est réel. Chaque fois que je rencontre une difficulté, la première chose qui me vient à l'esprit est la réaction automatique de résistance. L'impulsion intérieure n'est pas d'apprendre, mais d'éviter le coup, de chercher des raccourcis ou de désirer que l'inconfort disparaisse le plus vite possible. C'est comme si une partie de moi voulait négocier avec la réalité, lui demander d'être plus douce, plus juste, plus facile, au lieu de faire face aux faits concrets que, s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a quelque chose dans ma structure interne qui doit être mis à jour. Ce mécanisme de rejet n'est pas innocent. C'est une défense primaire qui, si tu ne la désarmes pas consciemment, devient ton pire ennemi. Le problème n'est pas l'obstacle en soi, mais le filtre avec lequel tu le regardes. Si tu le vois comme une menace, si tu le qualifies d'injustice ou de malchance, ce que tu fais, c'est alimenter une narration de victimisme qui te condamne à répéter le même cycle. Frustration, plainte, paralysie. Ce que le stoïcisme propose est quelque chose de beaucoup plus défiant, mais infiniment plus productif. Transformer chaque obstacle en un maître inconfortable, mais nécessaire. Cela implique de changer radicalement d'approche. La résistance est le meilleur indicateur de l'endroit où se trouve ta prochaine opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de chercher la douleur par principe, mais de reconnaître que le véritable avancement personnel se produit juste au point où ta confort s'arrête. Chaque difficulté est un signal précis qu'il y a une fracture dans ta stratégie, une limite dans ta patience, une zone aveugle dans ton caractère. Si tu te contentes de te battre contre l'obstacle ou de te lamenter, tu perds la leçon que la vie te met sous les yeux. Le stoïque ne se demande pas pourquoi lui, mais pourquoi. C'est la différence entre se répéter en tant que victime et se transformer en protagoniste. Analysons le processus avec froideur. Quand une barrière surgit, tu as deux options fonctionnelles. La première est le chemin réactif. Se plaindre, résister, chercher des coupables, user ton énergie sur ce que tu ne peux pas modifier. La seconde est l'approche stratégique. Analyser avec une brutalité honnête quelle partie de toi est mise au défi, quelles compétences tu dois développer, quelles croyances tu dois réviser. C'est un exercice de diagnostic constant. L'obstacle, vu ainsi, cesse d'être une punition et devient une carte. Il indique avec précision chirurgicale la zone exacte où tu dois travailler. Là se trouve le véritable pouvoir. Pas dans le résultat externe, mais dans la transformation interne qui se produit lorsque tu fais face à la limite et que tu la transcendes. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est l'entraîneur qui te prépare pour le niveau suivant. Beaucoup perdent ce point parce qu'ils sont obsédés par le résultat immédiat et oublient que la vie ne négocie pas avec l'impatience. L'urgence de le surmonter rapidement est souvent la cause de la répétition de l'erreur encore et encore. Manifester depuis la paix intérieure ne signifie pas absence de résistance. Cela signifie accepter que chaque résistance est une matière première pour ton évolution. L'obstacle a la fonction de briser ton arrogance, de t'apprendre l'humilité et la patience, de t'obliger à inventer de nouvelles solutions. Ce n'est que lorsque tu assumes cette responsabilité sans excuse que tu cesses d'être une victime du processus et que tu deviens l'architecte de ta propre croissance. Il n'y a pas de développement réel sans friction. Il n'y a pas de manifestation stable sans être passé auparavant par la forge de la difficulté. L'obstacle est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de celui qui est vraiment prêt à soutenir le résultat. Chaque difficulté est une invitation à te réinventer. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une instruction pratique. Si tu fuis l'obstacle, tu remets en question ton pouvoir. Si tu l'affrontes stratégiquement, tu multiplies tes ressources internes. Ainsi, ça fonctionne. Celui qui fait de chaque obstacle un maître transforme la résistance en capital émotionnel et la difficulté en opportunité. Il n'y a pas d'autre chemin. La véritable manifestation se produit lorsque tu cesses de négocier avec l'inconfort et que tu l'utilises comme tremplin.
Celui qui apprend à voir chaque trébuchement comme une leçon personnalisée grandit plus vite et vit plus léger. Obstacle, maître, transformation. Tel est le véritable cycle de l'avancement. 4. Ton bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Tu traverses une avenue et tu sens la vibration du pavé sous tes pieds, la chaleur du soleil dans ta nuque, le bruit sourd des voitures qui passent à côté de toi. Tout cela est réel, physique, immédiat. Mais au fond, il y a un second scénario beaucoup plus déterminant, le tableau invisible où se joue ton bien-être. Tu peux être entouré de chaos, de klaxons, de regards hostiles ou indifférents, et pourtant ressentir qu'à l'intérieur, il y a un espace que personne d'autre ne peut fouler. Cet espace est ton centre de gravité émotionnelle. Il est privé, intouchable, et pourtant, la plupart des gens l'abandonnent, le laissent à la merci de n'importe quel événement, mot, résultat. C'est comme si les gens marchaient avec un récipient en verre dans les mains, suppliant de ne pas le laisser tomber, mais le confiant à des inconnus, à la prochaine nouvelle, au prochain commentaire. Il suffit d'un regard, d'une notification sur le téléphone, d'un petit changement de plan, pour que ce récipient tremble, se fissure ou se brise. Ainsi semble être le bien-être quand tu le déposes en dehors de toi. Observe les micro-réactions, le froncement de sourcils lorsque le trafic s'arrête, le geste de frustration en lisant un message qui ne répond pas à tes attentes, le profond soupir lorsque les choses ne se passent pas comme ton esprit l'avait calculé. Chaque fois que tu permets à l'extérieur de dicter ton état intérieur, tu deviens otage d'une réalité qui change à chaque seconde. Peu importe combien tu planifies bien, combien tu t'efforces, si ta paix dépend de ce qui se passe autour, tu es condamné à des montagnes russes émotionnelles sans frein. Le piège est subtil, mais dévastateur. Tu crois que le bien-être est une conséquence logique des circonstances, alors qu'en réalité, c'est une construction délibérée, presque artisanale, qui se renforce à chaque décision de ne pas livrer ton centre à ce que tu ne peux pas contrôler. Ta calme ne se négocie pas avec le monde extérieur. C'est la phrase que tu dois graver dans ta mémoire, car chaque fois que tu l'oublies, le vieux reflet de la dépendance émotionnelle revient avec plus de force. La culture actuelle te vend l'idée que le bonheur se trouve dans ce que tu accomplis, dans ce que tu obtiens, dans la validation que tu reçois. Mais si tu prends le temps de regarder en détail, tu verras que même ces accomplissements perdent rapidement de leur éclat si ta structure interne est faible. L'ascension que tu as célébrée hier, le compliment qui t'a remonté le moral, l'opportunité que tu as tant recherchée, tout cela est éphémère si tu n'as pas un axe inébranlable. Le véritable bien-être est ce muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, chaque fois que tu décides d'observer ton émotion avant d'agir, chaque fois que tu te rappelles que ta valeur ne fluctue pas avec le climat environnant. Celui qui dépend du monde pour se sentir bien ne se repose jamais. C'est la deuxième phrase que tu dois tatouer dans ta mémoire. Avoir une autorité intérieure n'est pas de l'arrogance, c'est une hygiène mentale. C'est se lever chaque jour et décider, presque comme un acte de rébellion, que ta paix est une affaire qui te concerne, pas celle du trafic, ni de ton patron, ni du solde de ton compte. C'est résister à la tentation de construire des châteaux en l'air et au contraire, renforcer la base interne, la seule qui ne s'effondre pas quand le vent souffle fort. Chaque fois que quelque chose d'extérieur tente de te secouer, retourne dans cet espace privé, observe ta réaction sans jugement et décide depuis là de ta prochaine action. Cela ne te rend pas insensible, cela te rend souverain. La véritable manifestation naît de cette stabilité. Lorsque ton axe est ferme, tu peux traverser la tempête sans perdre le cap, tu peux désirer sans désespérer, tu peux agir sans te perdre dans l'anxiété du résultat. Regarde-toi dans ces petits gestes quotidiens. Lorsque quelqu'un t'interrompt et que tu choisis de ne pas t'engager, lorsqu'un plan change et que tu ne perds pas ton calme, lorsque l'approbation n'arrive pas et que ta dignité reste intacte. Ce sont là les véritables entraînements. C'est là que se forge la différence entre vivre à la dérive ou être capitaine de ton état intérieur. L'abondance commence lorsque tu comprends que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te définir.
Le reste n'est que bruit de fond. 5. Attendez avec patience stratégique. L'impatience n'est que de l'anxiété déguisée en stratégie. C'est le poison qui neutralise toute possibilité réelle de manifester quelque chose de grand dans votre vie. Il faut le dire clairement. La majorité ne échoue pas par manque de talent, mais parce qu'elle s'auto-sabote avec la précipitation, l'urgence, le désespoir de voir des résultats avant l'heure. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est une discipline brutale. Mais voici le coup direct. Si vous n'êtes pas capable de soutenir l'espace entre votre action et le résultat, vous ne pourrez jamais soutenir le résultat lui-même lorsqu'il arrivera. Vous voulez l'abondance, le succès, le respect? Apprenez à attendre sans perdre la tête, sans permettre à l'anxiété de vous pousser à prendre des décisions médiocres, juste pour sentir que vous faites quelque chose. La patience stratégique n'est pas de la résignation. C'est une forme de pouvoir que peu maîtrisent parce que la plupart préfèrent le soulagement immédiat à la véritable construction. Vous êtes tellement programmé pour obtenir des réponses instantanées que vous oubliez que tout ce qui est solide nécessite un temps de maturation. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre des miracles, mais d'agir avec détermination et ensuite d'avoir la force nécessaire pour attendre le dénouement sans contaminer le processus avec vos insécurités. Chaque fois que vous vous retrouvez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à voir si vos efforts ont déjà porté leurs fruits, rappelez-vous ceci. Ce comportement n'est pas de la productivité, c'est de la peur pure. La peur que le processus vous ignore, que la vie ne fonctionne pas selon votre agenda, que le résultat ne valide pas votre effort. Si vous laissez cette peur gouverner, vous devenez votre propre saboteur. Attendre avec patience stratégique est, en réalité, défier votre ego, l'affronter de front et lui dire qu'il n'a pas le contrôle absolu. Beaucoup se justifient en disant que la vie est courte et que le temps n'attend pas. Des excuses bon marché. Le temps n'est pas votre ennemi. Votre incapacité à supporter l'inconfort de l'attente l'est. Ceux qui réalisent quelque chose de valable le font parce qu'ils comprennent qu'il y a des cycles, des processus, des pauses nécessaires. Vous ne pouvez pas accélérer la maturation de quoi que ce soit d'important en forçant son rythme. L'impatience est le raccourci des insécurisés. La patience stratégique est l'art de continuer à affiner votre caractère pendant que le résultat se prépare hors de votre contrôle. Il ne s'agit pas de tenir résigné, mais d'utiliser cet intervalle pour peaufiner vos actions, réviser votre stratégie, renforcer votre mentalité et vous préparer à recevoir ce qui vient, quoi que ce soit. Voici la phrase emblématique. La précipitation est l'excuse préférée de ceux qui ne terminent jamais rien. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, il est temps de le briser maintenant. Attendre intelligemment n'est pas perdre du temps, c'est l'investir dans la seule partie du processus qui vous appartient, votre propre évolution. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder à la pression d'agir juste pour apaiser l'anxiété, vous accumulez une autorité intérieure. Cela a plus de poids que n'importe quel résultat extérieur. La patience stratégique est le filtre qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui sont réellement prêts à recevoir. Attendez avec une mentalité de guerrier, pas de mendiant. Soutenez le vide sans désespérer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne méritez pas ce qui vient ensuite. Ne confondez pas mouvement avec avancement. Ne confondez pas bruit avec progrès. Si vous voulez vraiment manifester quelque chose depuis la paix intérieure, pratiquez l'art inconfortable d'attendre stratégiquement, sans vous plaindre, sans chercher des raccourcis, sans perdre de vue ce que vous pouvez contrôler. C'est le véritable entraînement. Supporter le processus est plus difficile que désirer le résultat. Mais c'est la seule façon d'atteindre quelque chose qui en vaut la peine, intact, fort, et sans vous perdre en chemin. 6. Remercie avant de demander plus. Si tu n'es pas capable de remercier pour ce que tu as déjà, rien de ce que tu obtiendras par la suite ne te comblera. C'est la vérité que presque personne ne veut affronter. L'être humain moyen est conditionné à regarder d'abord ce qui manque, ce qu'il n'a pas accompli, ce qui est encore hors de sa portée.
C'est un schéma mental si ancré qu'il devient un filtre automatique. Tu vois la pénurie même au milieu de l'abondance. Tu te concentres sur l'absence plutôt que sur la présence. Tu te prépares à demander plus sans même avoir assimilé ce que la vie a déjà mis entre tes mains. Ce mécanisme interne est un piège silencieux qui sabote toute possibilité de manifester quelque chose d'authentiquement grand, car lorsque la gratitude n'est pas la base, tout ce que tu demandes se transforme en une extension de ton vide. Il n'y a pas de paix possible pour celui qui ne sait que demander, exiger, réclamer à la vie une facture qu'il ne finit jamais de payer. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que souvent, tu cherches plus par inertie, non par besoin réel. Le désir est devenu presque une réaction automatique. À peine reçois-tu quelque chose, ton esprit calcule déjà le prochain objectif. Tu ne t'arrêtes même pas une seconde pour intégrer la valeur de ce que tu as obtenu, pour reconnaître combien tu as grandi, pour accepter qu'il y a des choses que tu as déjà et qui semblaient auparavant impossibles. Ce manque de gratitude authentique devient une fuite constante d'énergie, une dette émotionnelle qui ne se règle jamais. Celui qui vit ainsi veut toujours plus, mais ne se sent jamais suffisant. La gratitude est le seul antidote réel contre cette spirale d'insatisfaction. Remercier n'est pas un acte superficiel, ni une mode de développement personnel. C'est une décision psychologique profonde, une manière d'entraîner ton esprit à reconnaître l'abondance avant de te livrer à l'exigence. Il y a une gêne sourde dans l'acte de remercier sincèrement, car cela t'oblige à regarder ce que tu as, à cesser de justifier ton anxiété avec l'excuse de la pénurie. La gratitude te désarme, te laisse sans argument pour te victimiser, te pousse à accepter que même si ta vie n'est pas parfaite, tu as des ressources, des expériences, des relations, des apprentissages que d'autres donneraient n'importe quoi pour vivre. Cette reconnaissance brise le filtre de la rareté et te rend une clarté brutale. Ce n'est pas l'univers qui te doit plus, c'est toi qui dois t'apprendre à recevoir ce que tu as déjà sans le mépriser. Sans gratitude, rien ne suffit. Cette phrase doit être écrite dans ton esprit chaque fois que surgit l'impulsion de demander plus sans conscience. Le stoïcisme le dit clairement. L'abondance interne ne dépend pas de l'accumulation, mais de la capacité à apprécier. Remercier le petit, l'imparfait, le quotidien, est un entraînement de caractère bien plus difficile que n'importe quel accomplissement externe. Quand tu remercies vraiment, non pas par obligation mais par lucidité, ta relation avec le désir change. Tu demandes moins, mais tu reçois plus. Tu agis sans anxiété, car tu cesses de te sentir en déficit avec la vie. La gratitude est une force magnétique silencieuse. Plus tu reconnais et apprécies ce que tu as, plus de portes s'ouvrent. Celui qui remercie avant de demander manifeste depuis l'abondance, non depuis la pénurie. Prends la responsabilité de ta perception dès maintenant. Choisis de voir ce que tu as, même si ce n'est pas parfait, même s'il manque encore des choses. C'est le premier acte de pouvoir réel. La gratitude est le filtre qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si tu n'entraînes pas ce regard, tout ce que tu obtiendras te semblera insuffisant et tu vivras perpétuellement insatisfait. Seul celui qui remercie est prêt à recevoir plus. C'est la vérité qui sépare ceux qui ne poursuivent que des désirs de ceux qui vivent réellement dans l'abondance. Ne demande pas plus sans d'abord honorer ce que tu as déjà. C'est la base de toute manifestation stable et profonde. 7. Maîtrisez vos émotions, dirigez votre vie. Vous marchez dans la rue et soudain, un inconnu vous pousse sans vous regarder. La réaction automatique monte comme un ressort, un geste d'agacement, peut-être une insulte mentale, la tension dans le corps prête à se défendre ou à attaquer. Cet instant, apparemment trivial, est le véritable terrain d'entraînement de vos émotions. Il ne s'agit pas seulement de la poussée, mais de tout le mécanisme interne qui se déclenche. L'interprétation du fait, le dialogue qui surgit dans votre tête, la décision de s'accrocher ou de laisser passer. Dans cette microseconde se résume votre relation avec les émotions. Soit elles vous gouvernent et vous entraînent,
Soit vous les identifiez et choisissez quoi en faire. La plupart des gens réagissent comme s'ils n'avaient pas le choix, comme si l'émotion était une réaction chimique inévitable. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Maîtriser les émotions ne signifie pas cesser de ressentir, c'est assumer la responsabilité totale de ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Les émotions arrivent sans demander la permission, mais rester piégé dans elles est un choix. Tout commence par l'interprétation. Un même fait peut produire de la colère, de la tristesse ou de l'indifférence, selon le filtre mental avec lequel vous le regardez. Ce filtre se construit au fil des ans, mais il peut être démonté par l'entraînement. Vous n'êtes pas victime de vos états internes, vous êtes l'architecte de votre réponse. Si une émotion s'empare de votre journée, ce n'est pas parce qu'elle est plus forte que vous, mais parce que vous lui cédez le contrôle, sans vous en rendre compte. C'est ici qu'intervient l'analyse stratégique. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, la première décision est de l'observer avec distance, de la nommer sans vous fusionner avec elle. Le simple acte de dire « c'est de la colère, c'est de l'anxiété, c'est de la peur » crée déjà une coupure entre le stimulus et la réaction. Cet espace est votre principal outil de pouvoir personnel. Si vous l'utilisez, vous reprenez le contrôle. Si vous l'ignorez, vous restez à la merci d'impulsions qui finissent par décider à votre place. Chaque émotion a une fonction. Le problème n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir à quoi sert ce que vous ressentez. La colère peut être un signal que quelque chose franchit vos limites, la tristesse peut vous montrer une perte que vous devez intégrer, l'anxiété peut vous alerter sur une zone d'incertitude. Si vous vous battez simplement avec l'émotion ou la réprimez, elle devient un poids invisible qui déforme vos actions futures. L'approche stoïque est radicalement différente. Elle utilise chaque émotion comme information, non comme condamnation. Lorsque vous prenez le temps d'analyser la racine émotionnelle de votre réponse, vous pouvez choisir quelle action est cohérente avec vos principes, pas seulement avec votre impulsion. C'est la différence entre vivre à la dérive et diriger votre vie avec autorité. Les conséquences de ne pas maîtriser vos émotions sont claires. Vous prenez des décisions depuis la réactivité, vous rompez des relations par fierté, vous sabotez des opportunités par peur, vous vous épuisez mentalement en restant accroché à des conflits que vous pourriez lâcher. Chaque fois que vous permettez à une émotion de décider à votre place, vous vous éloignez du résultat que vous voulez vraiment. L'autocontrôle n'est pas négation, c'est pure stratégie. Un esprit entraîné à s'observer n'a besoin de réprimer rien. Il décide simplement quand agir et quand laisser passer. Voici la phrase que vous devez retenir. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous décidez de faire avec cela. Si vous l'ancrez dans votre esprit, chaque émotion cesse d'être un ennemi et se transforme en un outil de gestion personnelle. Maîtriser les émotions est la base de toute manifestation réelle, car c'est seulement depuis le calme que vous pouvez répondre avec intelligence, voir des opportunités et maintenir vos objectifs sans que la peur ou la colère ne vous sabotent. Votre vie change lorsque vous cessez d'être otage de vos réactions et devenez le directeur de vos réponses. C'est l'objectif stoïque, ressentir tout mais choisir tout. Celui qui maîtrise ses émotions dirige sa vie. Le reste n'est que bruit. 8. Fais confiance au rythme de ton chemin. Parfois, je regarde mon propre processus avec un mélange de honte et de lucidité brutale. Je me surprends à comparer mon rythme à celui des autres. Je me vois jeter un coup d'œil furtif aux réussites des autres, aux dates auxquelles d'autres obtiennent ce que je désire, aux annonces de triomphe qui apparaissent sur les réseaux, comme si ce calendrier externe avait autorité sur le mien. Et je ressens la pression dans la poitrine, le nœud dans la mâchoire, la respiration qui se raccourcit involontairement. C'est une gêne que tu ne peux pas dissimuler. Elle traverse ta posture, la façon dont tu marches plus vite, en croyant ainsi te rapprocher du résultat, dans le geste de serrer les dents à l'intérieur, lorsque la vie semble avancer plus lentement que prévu. Et là, dans ce minimum d'intervalle entre l'impatience et la résignation, je réalise à quel point il est facile de me trahir,
À quel point il est facile de me méfier de mon propre chemin, juste parce qu'il ne se synchronise pas avec les applaudissements extérieurs. C'est inconfortable de l'admettre, mais l'anxiété d'accélérer les processus est, au fond, un manque de foi en soi. Tu peux remarquer les symptômes dans le quotidien, l'impulsion de vérifier encore et encore le téléphone en attendant de bonnes nouvelles. La tendance à comparer tes progrès avec ceux de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. L'habitude de sous-estimer tes petits avancements juste parce qu'ils ne semblent pas spectaculaires. L'impatience s'immisce dans ton corps comme une tension sourde. Épaules rigides, regard inquiet, mains qui cherchent à occuper le temps avec n'importe quelle distraction. C'est comme si tu croyais qu'en accélérant le pas, tu peux forcer la vie à respecter tes délais, sans réaliser que tout ce qui est forcé finit par souffrir. Le résultat est une insatisfaction chronique, une sorte de dette émotionnelle qui ne se règle jamais parce que la barre de mesure se déplace toujours un peu plus loin. Celui qui se méfie de son processus ne se repose jamais. C'est une vérité inconfortable, mais réelle. Il y a un apprentissage silencieux à accepter le rythme particulier de ton chemin. Il ne s'agit pas de se rendre ni de justifier la paresse, mais de comprendre que chaque processus a un temps de maturation qui ne peut pas être négocié. La croissance authentique ne se produit pas en ligne droite ni sous pression externe. Elle se manifeste dans les intervalles les moins glamoureux, dans les jours répétitifs où il semble que rien ne change, dans les espaces où le doute et le calme partagent la même pièce. Si tu t'obsèdes avec le résultat immédiat, tu perds la transformation qui se produit dans l'invisible. La patience forge le caractère. L'attente nettoie les attentes. Le temps affine tes intentions. Il est facile d'admirer le succès des autres lorsque tu ne vois que la surface, mais personne ne montre les années de travail silencieux, les nuits où la seule compagnie est l'incertitude, les moments où tout semble stagner et pourtant tu choisis de continuer, même si c'est un pas lent. C'est là que se mesure la confiance réelle. Le stoïcisme le présente sans fioriture. Fais confiance au processus, pas à la promesse. Tu ne peux pas manipuler les cycles naturels, ni appuyer sur un bouton pour accélérer le destin. Ce que tu peux et dois faire, c'est agir chaque jour avec intégrité, garder le focus sur ce qui dépend de toi, puis lâcher prise sur le rythme avec lequel la vie répond. C'est la pratique la plus difficile et la plus libératrice. Parce que lorsque tu cesses de te battre contre le temps, tu récupères de l'énergie pour peaufiner tes actions, pour renforcer ta structure interne, pour profiter de ce qui est déjà en mouvement, même si ce n'est pas encore visible. Fais confiance à ton rythme, pas à la pression externe. Cette phrase doit être répétée chaque fois que l'anxiété pousse de l'intérieur. La confiance réelle est une discipline, pas une émotion passagère. Elle se cultive chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la précipitation. Lorsque tu acceptes que ton chemin a son propre calendrier et que cela ne te rend pas moins précieux. Au contraire, cela te donne de la solidité. L'abondance n'arrive pas d'abord à celui qui court le plus, mais à celui qui soutient le processus avec foi et cohérence. Le rythme de ta vie n'a pas à ressembler à celui de quiconque. Respecte-le. Lorsque tu fais confiance, le processus cesse d'être une torture et devient un entraînement silencieux de force. Le résultat finit par arriver, mais tu es déjà quelqu'un de différent avant de le recevoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Chaque matin, l'horloge ne marque pas seulement le début d'un nouveau jour, mais aussi le prix de tes décisions. Beaucoup ouvrent les yeux et, sans y penser, se laissent emporter par le pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, nourrissent les mêmes pensées, cèdent leur attention à ce qui importe le moins. Cette inertie a un coût psychologique qui s'accumule silencieusement.
Ce que tu ne maîtrises pas au réveil s'empare de toi le reste de la journée. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une idée ancienne pour se transformer en un outil brutalement utile. Oublie la fantaisie de la motivation magique. Ce qui détermine ta force intérieure n'est pas l'inspiration fugace, mais les mécanismes mentaux que tu entraînes avant que le monde ne t'entraîne. Le stoïque moderne ne cherche pas la calme dans des retraites secrètes, ni n'attend que l'environnement change. Il sait qu'il n'y a qu'une seule façon de protéger l'esprit, prendre le contrôle quand personne d'autre ne le fait, juste au début de la journée. Se lever sans clarté est la première erreur. Laisser les autres décider comment tu penses est la deuxième. Si tu ne filtres pas ton attention, tu finiras par vivre l'agenda de quelqu'un d'autre. Fais-le différemment. 10 minutes de concentration valent plus que des heures de dispersion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher un mantra, mais de construire une discipline invisible et de protéger ton énergie comme si ta vie en dépendait. Parce que oui, elle en dépend. La clarté ne se trouve pas, elle se fabrique. Le temps ne se récupère pas, il se respecte. Voici l'appel. Chaque matin, tu prends les commandes ou tu acceptes le coup. 1. Protège ton énergie au réveil. Il y a des matins où je me réveille et le premier réflexe est de céder. Céder le contrôle de mon énergie avant même d'ouvrir correctement les yeux. C'est comme si l'esprit, sans résistance, voulait se livrer au pilote automatique, vérifier le téléphone, faire défiler des messages, absorber les opinions des autres, laisser le monde décider de mon humeur avant de me rappeler qu'elle m'appartient. Il est brutalement facile de tomber dans ce piège, de justifier cela par « ce n'est qu'une minute » ou « j'ai besoin de savoir ce qui se passe ». Mais non, ce qui se passe réellement, c'est que je me vole de la force, offrant ma journée aux impulsions les plus faibles, hypothéquant ma clarté en échange de distractions immédiates. Personne ne va protéger mon énergie si je ne le fais pas. Ce confort de commencer la journée sans discipline est un luxe qui finit par coûter trop cher. Il y a un coût caché dans chaque petite décision que tu prends au réveil, la dette d'attention qui s'accumule, la fragmentation interne qui passe inaperçue, le sentiment de vide qui t'accompagne lorsque tu permets aux autres de configurer ton état mental. Si tu n'es pas impitoyable avec ta première heure de la journée, tu finiras par vivre à la merci des demandes des autres et des attentes que tu n'as même pas choisies. Défendre ton énergie est un acte radical. Il ne suffit pas de le vouloir, tu dois te protéger. Combien de fois vas-tu permettre qu'un titre, une notification ou l'humeur d'une autre personne dicte le ton de tes pensées matinales? Tu n'es pas une feuille emportée par le vent de l'extérieur, tu es responsable de filtrer, de décider ce qui entre et ce qui reste dehors. La force intérieure ne se construit pas avec de bons désirs, mais avec des actions inconfortables, avec la détermination de dire non à toute intrusion qui menace ton centre. Éteindre le téléphone, ne pas ouvrir les conversations en attente, résister à la tentation de t'anesthésier avec des informations sans importance, c'est de l'entraînement. C'est ainsi que se renforce le muscle de l'autodirection, ainsi que l'on se rappelle que le terrain de ton esprit est sacré, pas une zone d'accès libre pour n'importe quel stimulus. Il est facile de chercher des excuses, de dire que le travail l'exige, que tu n'as pas le temps, que la réalité est urgente. Mensonge. L'urgence réelle est autre. Protéger ton énergie comme si tout ce que tu feras aujourd'hui en dépendait. Parce que cela en dépend. La clarté ne se mendie pas, elle se défend. La journée se gagne ou se perd dans la première bataille et presque toujours, personne ne voit que tu l'as déjà perdue avant de te lever du lit. Si tu te respectes, si tu te prends au sérieux, commence par exiger un standard plus élevé dès la première minute. Ce que tu tolères au réveil se multiplie le reste de la journée. Ne deviens pas ton pire ennemi. La vie ne t'offre pas de matin, elle te les fait tous payer. 2. Choisis tes pensées, pas tes réactions. Tu traverses une rue et quelqu'un te pousse accidentellement en regardant son téléphone. L'inertie te fait froncer les sourcils. Tu sens la tension dans les épaules. La mâchoire se serre. Une phrase acide remonte à la langue. Tout cela se produit avant que tu puisses penser à autre chose. C'est automatique.
Le corps réagit, l'émotion réagit, l'esprit suit le courant. Cette scène, si quotidienne et triviale, est en réalité le piège dans lequel la plupart des gens se retrouvent piégés. Car chaque petit frottement, chaque message qui n'arrive pas quand tu l'attends, chaque geste indifférent que tu reçois au travail ou à la maison, devient une étincelle qui déclenche des réponses mécaniques. Et tu accumules du poids, irritation, déception, frustration, tout cela parce que tu as confondu réaction et pensée propre. La première erreur est de croire que ce que tu ressens est la même chose que ce que tu penses. Mais ce n'est pas le cas. Les réactions émotionnelles sont des réflexes conditionnés, de vieux programmes qui tournent en arrière-plan, installés par des expériences passées, par des attentes non révisées, par l'habitude de laisser l'environnement écrire ton scénario interne. Le stoïcisme te le dit sans détour. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis de maintenir dans ton esprit après l'impulsion. Il y a un écart, petit mais décisif, entre la réaction et la pensée. Et cet écart est tout ton pouvoir. Si tu le laisses passer, tu vis à la merci de ce qui t'arrive. Si tu l'utilises, tu deviens maître de toi-même. Au début, il est difficile de le voir. La journée est pleine de micro-agressions, d'imprévus, de promesses non tenues, de commentaires qui touchent ton orgueil. Sans t'en rendre compte, tu deviens un récepteur passif de stimuli et tu laisses chaque réaction automatique orienter tes prochains mots, tes prochaines actions. C'est comme un effet domino. Une réaction non filtrée le matin peut tordre la logique du reste de la journée. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de ne pas remettre le gouvernail à ce qui surgit en premier. La clarté commence lorsque tu apprends à distinguer. Cela n'est qu'une réaction, pas une vérité. Tu choisis quelle pensée cultiver, quelle histoire raconter dans ta tête, quelle signification attribuer à ce qui se passe. Cela exige un effort délibéré, la discipline d'observer l'impulsion et de la laisser passer avant de décider quelle sera ta véritable réponse. Si tu veux de l'autodiscipline, tu dois la pratiquer avec les petites choses. Chaque fois que tu choisis une pensée plutôt qu'une réaction, tu entraînes le muscle de l'esprit. Tu cesses d'être otage des états d'âme et tu commences à construire ton propre jugement. Ainsi, tu évites la dette émotionnelle qui vient de te laisser emporter par l'immédiat. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions, mais à ne pas en être esclaves. La liberté commence dans cette pause minimale, dans ce filtre que tu appliques avant de laisser le monde dicter ton état interne. Tu choisis ta pensée, pas ta réaction. C'est la différence entre survivre à la journée et la diriger. L'esprit se renforce dans les petites décisions. Ne réponds pas automatiquement, réponds consciemment. Celui qui contrôle ce qu'il pense, contrôle son destin. 3. Défends ta paix mentale chaque matin. Ta paix mentale est un bien limité. Si tu ne la protèges pas, quelqu'un l'occupe. La journée commence, et dès les premières minutes, tu fais face à une série de demandes invisibles qui cherchent à s'immiscer dans ton attention. Stimuli, attentes externes, souvenirs non résolus, micro-tensions qui s'infiltrent sans demander la permission. Si tu analyses avec honnêteté, la plupart de tes pertes de clarté ne viennent pas de grandes tragédies, mais de petites concessions quotidiennes, cette conversation inutile, cet avis que tu n'as pas demandé et qui pourtant t'affecte, cette préoccupation qui n'est même pas la tienne, mais que tu décides de porter. L'esprit se fragmente non seulement par ce qui se passe, mais par tout ce que tu permets de se passer en toi. La grande erreur est de penser que la paix mentale est un luxe, quelque chose que tu peux négocier selon le contexte ou remettre à plus tard après le chaos. C'est une ressource stratégique, la base sur laquelle repose tout ton jugement et ta capacité de réponse. Lorsque tu cèdes ce terrain, chaque décision devient susceptible au bruit, chaque émotion se déforme, chaque objectif se dilue. Cela fonctionne comme un système de priorités internes. Si tu ne mets pas la paix mentale au sommet, tout le reste la déplace. Et ce qui déplace ta paix finit par gouverner ta journée. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas le coup jusqu'à ce que l'épuisement soit évident. Tu passes des heures à résoudre des problèmes d'autrui, à absorber des tensions qui ne te concernent pas.
Et à la fin, tu te demandes pourquoi tu ressens cette fatigue sourde, cette irritation sans cause claire. Ce n'est pas un mystère, tu as permis à d'autres de décider du ton et du contenu de ton monde intérieur. La défense de la paix mentale commence bien avant que les grands conflits n'apparaissent. Elle réside dans la somme de petites décisions. À quoi tu prêtes attention, ce que tu laisses passer, quelle conversation tu interromps à temps, quel sujet tu décides de ne pas aborder pour ta santé mentale. Celui qui ne filtre pas vit saturé. Celui qui ne protège pas son espace psychologique finit par agir par réflexe et non par conviction. L'approche stoïque est radicalement pratique. Ne concède pas d'espace mental à ce qui ne construit pas. Ne te laisse pas intoxiquer par les drames des autres. Ne permets pas que l'opinion des autres s'incruste dans ta perception de soi. Il ne s'agit pas d'éviter la réalité, mais de choisir consciemment ce qui mérite une place dans ton esprit en commençant la journée. La clarté se négocie chaque jour, et la négociation se fait avec tes propres habitudes. Si chaque matin tu permets à des facteurs externes de pénétrer ton centre, tu perds du pouvoir avant même de sortir de chez toi. La discipline n'est pas répression, c'est auto-l'idée. Demande-toi, est-ce que cela ajoute ou enlève? Ce qui enlève se rejette. L'esprit n'est pas une décharge d'éléments extérieurs, c'est un espace de construction consciente. Défends cette frontière comme si ton bien-être en dépendait, car il en dépend. Personne ne respectera ta paix mentale si tu ne la défends pas avec rigueur. La véritable force se mesure à la fermeté de tes limites. Garde la porte fermée à ce qui ne nourrit pas. La sérénité est une décision quotidienne, pas un accident. 4. Faites de l'attention une priorité quotidienne. Parfois, l'esprit ressemble à une salle de contrôle ancienne, où des dizaines de leviers et de boutons se disputent votre main. Chaque stimulus externe, chaque souvenir, chaque tâche en attente essaie de s'allumer tout seul, cherchant à attirer votre attention avant tout le reste. Le véritable danger n'est pas le chaos, mais le désordre invisible, la tendance à répartir votre énergie en 1000 fragments, sautant d'une préoccupation à l'autre, comme si vous pouviez être partout sans vous perdre dans aucune. Mais la vérité est autre. Chaque distraction est une fuite de ressources internes, et l'attention que vous dispersez ne revient pas intacte. L'illusion que vous pouvez vous occuper de tout en même temps est un piège sophistiqué que l'esprit vous tend. Une justification confortable pour éviter ce qui est difficile, choisir et renoncer. L'attention n'est pas simplement une question de productivité, c'est une affirmation quotidienne de qui vous êtes et vers où vous allez. Il y a des jours où l'esprit vous pousse à sauter d'une pensée à l'autre comme si cela était un signe d'intelligence ou de capacité. Mais ce qui se cache vraiment derrière cette dispersion, c'est la peur de faire face à l'essentiel. Il est plus facile d'occuper le cerveau avec des stimuli mineurs que de s'asseoir devant la tâche difficile, la conversation inconfortable, l'engagement profond. Prioriser l'attention est, au fond, un acte de bravoure psychologique. Admettre que vous ne pouvez pas tout gérer et que, si vous essayez, vous finissez vide, vous sentant insuffisant sans savoir pourquoi. Choisir sur quoi se concentrer, c'est aussi choisir qui décevoir, quoi laisser sans faire, quoi ignorer consciemment. Ce renoncement fait mal, mais c'est le prix de toute clarté. Bien souvent, le conflit interne n'est pas un manque de temps, mais un manque de direction. Vous accumulez des tâches, des engagements, des pensées, et vous confondez activité avec sens. Vous remplissez vos heures de mouvement, mais vous vous éloignez de vous-même parce que vous ne vous arrêtez jamais pour filtrer ce qui compte vraiment. L'attention nécessite de la rudesse. Vous demandez sans fioriture ce qui mérite votre investissement mental aujourd'hui et ce qui n'est que du bruit déguisé en urgence. C'est ici que le stoïcisme devient un outil chirurgical. Il ne suffit pas de vouloir vous concentrer, vous devez identifier les mécanismes internes qui vous poussent à la dispersion, le besoin de validation, la peur de manquer quelque chose, l'habitude de fuir l'inconfort. Ce n'est que lorsque vous reconnaissez ces motivations cachées que vous pouvez commencer à les désactiver. L'esprit flou devient son propre fardeau. Peu importe votre talent,
Si vous vous laissez emporter par chaque impulsion, vous finissez par diluer votre force jusqu'à la rendre irrélevante. L'essentiel est toujours caché derrière les distractions séduisantes. La question n'est pas « que puis-je faire de plus ?», mais « quelle est la seule chose qui compte vraiment aujourd'hui ?» C'est là que réside la différence entre avancer et simplement bouger. Faites de l'attention votre priorité quotidienne et tout le reste se réorganisera de lui-même. La dispersion est une dette qui se paie cher. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus clair. L'attention est brutale. Elle vous oblige à choisir, à maintenir votre regard lorsque tout vous invite à regarder ailleurs. La clarté est le luxe des disciplinés. 5. Décide tes batailles avec sagesse. Personne n'a assez d'énergie pour mener toutes les guerres que la vie te présente. Et si tu essaies, tu ne fais que devenir le pantin de tes propres réactions. C'est la dure réalité. Chaque jour, tu es exposé à des dizaines de provocations, petites et grandes. Et si tu n'apprends pas à distinguer celles qui méritent ta réponse de celles qui cherchent seulement à t'entraîner dans l'épuisement, tu vas te vider émotionnellement avant le déjeuner. L'auto-tromperie la plus basique est de croire que chaque conflit est urgent, que chaque offense exige une réplique, que tout désaccord nécessite ton intervention. Ce n'est pas du courage, c'est un manque de filtre. Celui qui discute pour tout n'a finalement pas la force pour ce qui compte vraiment. Il y a un prix caché à cette habitude de sauter devant chaque menace. La dispersion te transforme en une version caricaturale de toi-même, réactif, épuisé, sans direction. Tu t'épuises à défendre ton ego dans des discussions sans sens. Tu t'obsèdes à gagner des points dans des batailles mineures et tu perds de vue le véritable front où se joue ta croissance. La sagesse ne se mesure pas par le nombre de luttes gagnées, mais par la capacité d'ignorer celles qui n'alimentent que ta faiblesse. La plupart des affrontements quotidiens ne sont rien d'autre que des pièges pour ton énergie, des messages qui cherchent à te provoquer, des commentaires qui n'existent que pour te voler ta stabilité, des situations insignifiantes que ton esprit transforme en drame. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un lâche, ni de devenir indifférent. Il exige que tu sois sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, et encore moins ta paix. Il y a des gens qui ne savent vivre que du conflit, et si tu entres dans leur jeu, ils t'entraînent dans leur misère. La maturité se remarque dans la qualité de tes renoncements. Laisser passer la petite attaque, se taire devant la provocation mesquine, ne pas gaspiller d'énergie à expliquer l'évident à ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est ça la vraie force. Choisir tes batailles comme celui qui veille sur ses dernières ressources, car chaque jour, tu n'as qu'une quantité limitée de concentration et de patience. Dépense cela pour ce qui fait vraiment avancer ta vie. Il est tentant d'entrer dans chaque discussion, de répondre à chaque critique, de clarifier chaque malentendu. Mais cette compulsivité est un signe d'insécurité, pas de caractère. La plupart cherchent simplement à se valider à travers le conflit, comme si chaque confrontation résolvait quelque chose d'essentiel. Mensonge. Ce que tu obtiens, c'est de porter un poids mental supplémentaire, accumulant des ressentiments et des frustrations qui ne te concernent pas. L'entraînement quotidien est un autre. Apprendre à lâcher rapidement ce qui n'apporte rien, à laisser les autres avoir le dernier mot si cela signifie protéger ton équilibre. La véritable discipline est de choisir où mettre ton énergie et où la retirer sans culpabilité. Tu ne dois ta réaction à personne. Défends ta paix comme si c'était une ressource non renouvelable. Tout ne mérite pas une réponse. Dans l'économie de ton esprit, chaque bataille improductive est une fuite qui appauvrit ta journée. Arrête de donner ta force dans des luttes qui ne changent rien. Décide avec froideur où investir ton courage et où simplement ne pas apparaître. C'est ça la différence entre vivre épuisé et avancer avec clarté. 6. Construis une discipline sans chercher de reconnaissance. Je reconnais quelque chose d'inconfortable. Parfois, alors que je répète cette routine auto-imposée de me lever tôt, d'étirer mon corps, de préparer mon café et de m'asseoir pour lire même si personne ne me voit, je ressens une sorte de vide,
un élan subtil, presque imperceptible, d'attendre que quelqu'un le remarque, qu'un message d'approbation arrive ou qu'un regard complice valide l'effort que je mets dans de petites choses qui ne seront jamais des nouvelles. Je m'observe de l'extérieur, ajustant ma posture, vérifiant ma tasse, repassant mentalement la discipline du matin comme si, par un miracle quelconque, un public invisible me récompensait pour ma constance. Mais la réalité est autre. Il n'y a ni applaudissements, ni témoins. Le silence est la seule compagnie, et parfois, il pèse. Je me rends compte que presque tout ce qui transforme réellement le caractère se passe dans ces moments anodins, loin de toute reconnaissance. Les gestes minuscules que tu répètes seul, les habitudes que personne ne t'impose, les renoncements que toi seul vérifies, sont ceux qui finissent par façonner le fer intérieur. Il est inconfortable de l'admettre, mais une partie de moi aimerait que le monde valorise la discipline invisible, que la constance est une photo et une médaille. Cependant, la véritable discipline ne se construit pas pour être regardée. Elle se forge dans l'anonymat, dans la répétition inflexible, dans la modestie du quotidien. J'observe mon environnement et le piège est évident. Nous vivons entourés d'incitations à montrer l'effort, à le documenter, à afficher chaque succès éphémère dans la vitrine numérique et à attendre une réaction. La gratification externe est addictive, car elle simule un avancement. Mais en réalité, souvent, elle sabote le processus. L'entraînement quotidien de l'autodiscipline n'a ni témoin ni like. C'est cette décision de fermer le navigateur quand la tâche n'est pas encore terminée, de sortir, marcher même si le corps proteste, d'écrire une page de plus quand la fatigue te demande d'abandonner. Ce sont des détails visibles seulement pour toi. Des gestes qui n'accumulent pas de mérite social, mais qui s'additionnent dans le bilan intérieur. Parfois, la seule reconnaissance est la fatigue honnête d'avoir fait ce qui était juste quand personne ne l'exigeait. La discipline qui compte est celle qui résiste à l'indifférence du monde. Il y a des matins où la tentation de chercher une validation est forte. Tu ressens l'élan de raconter à quelqu'un ce que tu as accompli, de chercher une tape dans le dos, d'attendre un commentaire qui te donne de l'énergie pour l'effort suivant. Mais si tu cèdes à cet élan, tu fais dépendre ton propre processus du reflet des autres. Et là, tu perds du pouvoir. La transformation la plus profonde se produit lorsque tu es capable de suivre ta routine, même si personne ne la célèbre, lorsque tu construis des habitudes solides, sans témoin, lorsque ta motivation ne dépend plus de l'approbation externe. C'est sur ce terrain, brut et parfois solitaire, que le caractère se consolide. La véritable discipline se mesure à ce que tu fais quand personne ne regarde. La journée se termine et personne ne sait combien de fois tu as dû recommencer, combien de luttes intérieures tu as gagnées en silence, combien de fois tu as choisi le chemin difficile sans témoin. Mais toi, tu le sais. C'est le compte qui importe. Ne cherche pas de reconnaissance, cherche la cohérence. Le respect de soi se construit dans l'obscurité. C'est là que tu deviens inébranlable. 7. Lâche rapidement ce qui ne compte pas. Tu vas le matin au travail ou en cours et en chemin commencent à surgir de petites contrariétés. Un courriel inutile, une notification de groupe qui ne t'apporte rien, un commentaire trivial qui s'infiltre dans ton esprit et reste plus longtemps que nécessaire. Ce sont des détails minimes, mais si tu fais attention, tu remarqueras comment ils s'accumulent presque sans que tu t'en rendes compte. L'esprit, par défaut, a tendance à retenir tout. Des offenses légères, des phrases ambiguës, des micro-déceptions, des tâches qui ne sont pas urgentes mais occupent de l'espace. Le résultat est prévisible. Tu charges de plus en plus de poids invisibles et tu l'emportes avec toi tout au long de la journée. La première erreur stratégique est de ne pas discriminer ce que tu gardes. L'esprit n'a pas d'espace infini ni d'énergie illimitée. Il fonctionne comme un système d'exploitation qui, si tu ne le nettoies pas régulièrement, commence à fonctionner lentement, saturé, sans réelle capacité de réponse. Lâcher rapidement ce qui ne compte pas n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle de base. Chaque pensée inutile que tu conserves est un fragment d'attention que tu perds. Chaque offense mineure que tu revivres est une énergie vitale qui se détourne de l'essentiel.
Le coup ne se fait pas sentir immédiatement, mais il s'accumule sous forme de fatigue mentale, d'irritabilité, de difficulté à décider. Si tu observes avec honnêteté, tu découvriras qu'une partie considérable de tes tensions quotidiennes ne provient pas de grands problèmes, mais de l'accumulation de trivialités auxquelles tu donnes plus de vie qu'elles ne le méritent. Le cerveau cherche à fermer des cycles, à tout comprendre, à obtenir une clarté absolue. Mais la réalité est que la plupart des choses qui te perturbent le matin ne nécessitent ni analyse ni solution. Elles doivent simplement être écartées, archivées dans la corbeille mentale. C'est ici que l'entraînement stoïque devient pratique et exigeant. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'affecte, mais d'intervenir activement dans le processus, identifier ce qui n'apporte rien et le lâcher avant qu'il ne s'incruste. Lâcher rapidement est une compétence qui s'entraîne, pas un don. Plus tu pratiques, moins tu traînes. La clarté n'est pas une question de chance, c'est une gestion consciente de ton monde intérieur. Le mécanisme est simple, mais nécessite de la discipline. Chaque fois que tu remarques qu'une contrariété mineure, un rappel inutile ou une critique infondée essaie de s'installer dans ta tête, fais l'effort délibéré de le laisser partir. Ne le rumine pas, ne le multiplie pas, ne le transforme pas en centre de ton attention. L'esprit est un espace limité. Ce que tu occupes avec des déchets, tu le perds pour ce qui est précieux. Voici l'une de ces phrases que tu dois graver. Ce qui ne compte pas, diminue, et ce qui diminue, te freine. La journée se définit par la vitesse à laquelle tu lâches le superflu. Personne ne va t'applaudir pour laisser passer une provocation ou pour ignorer une distraction. Mais c'est là le véritable travail intérieur. Lâcher rapidement, c'est te prioriser, c'est choisir où investir ton énergie. Ne deviens pas l'accumulateur de tes propres frustrations. Fais un nettoyage intérieur chaque matin. Sélectionne, écarte, passe à autre chose. Le progrès se mesure par ce que tu es capable de laisser derrière sans regarder en arrière. 8. Soyez le maître absolu de votre attention. Votre attention est votre ressource la plus précieuse et la plus facile à perdre. Personne ne vous l'arrache de force, vous l'offrez vous-même chaque fois que vous laissez le trivial s'immiscer dans votre esprit sans résistance. Je me suis surpris à tomber dans ce piège. Il suffit d'un stimulus mineur, d'une phrase au hasard, d'un petit inconfort pour que mon attention se détourne, se fragmente, se dilue dans des affaires que je n'ai même pas choisies. Il est inconfortable de le reconnaître, mais la plupart des distractions qui me fragilisent ne sont pas la faute de l'environnement, mais de mon manque de rigueur à garder la porte de ma conscience. Le véritable problème n'est pas la quantité d'informations là-dehors, mais l'absence de filtres internes. L'habitude de laisser n'importe quoi occuper ma tête est une forme lente d'usure, une micro-trahison quotidienne à mon propre but. Être le maître absolu de l'attention ne consiste pas en des efforts héroïques, mais en une vigilance inconfortable sur les plus petites habitudes mentales. Chaque fois que je permets à une pensée non pertinente de s'installer sans la remettre en question, j'ouvre une fissure par laquelle s'échappe l'énergie que je devrais investir dans ce qui est important. Le mécanisme est subtil. Il ne semble pas grave de laisser une conversation étrangère, une nouvelle insignifiante ou une comparaison inutile tourner en rond, mais la somme de ces petites concessions est ce qui finit par me voler ma clarté. Il y a une inertie presque addictive à prêter attention à ce qui n'importe pas. Le cerveau recherche un divertissement facile, une validation rapide, une évasion de l'inconfort. Mais chaque fois que je cède, je perds en précision. L'attention que je donne ne se récupère pas. Ce qui n'est pas choisi finit par construire la narration de ma journée. J'ai remarqué que lorsque je ne suis pas implacable avec ce que je laisse entrer dans mon esprit, mon jugement s'affaiblit. Ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une fracture dans la capacité de choisir qui je veux être. Si chaque stimulus peut entrer, alors n'importe qui peut diriger le cours de mon état intérieur. La vie moderne est conçue pour disperser votre attention et la vendre au plus offrant. Si vous ne la protégez pas, vous vous transformez en consommateur passif de messages, d'émotions et de préoccupations d'autrui.
Vous cessez de construire et commencez à errer mentalement, sans direction. Être le maître de votre attention est une discipline sans applaudissements. Personne ne vous félicitera pour avoir ignoré le superflu, pour avoir dit non à la distraction, pour avoir choisi sur quoi vous concentrer quand il serait confortable de se laisser entraîner. Mais là se trouve la véritable différence entre vivre par réaction et vivre par intention. La concentration n'est pas un don, c'est le résultat de 1000 petites décisions inconfortables. Décidez à chaque instant ce qui mérite de l'espace dans votre esprit et ce qui ne le mérite pas. C'est la véritable liberté. Dirigez votre attention comme une ressource rare, non comme un butin gratuit pour l'environnement. Le niveau de vie que vous avez aujourd'hui est le reflet de la qualité de votre attention. Ce que vous choisissez de regarder, de lire, de penser et de ressentir chaque matin finit par façonner qui vous êtes. Il ne s'agit pas de gagner plus de temps, mais de ne pas donner celui que vous avez. L'attention est pouvoir, et le pouvoir ne se négocie pas. 9. Utilise la douleur comme un moteur, pas comme une encre. Un clou rouillé enfoncé dans la semelle, c'est la douleur quand tu la traînes sans la traiter. Peu importe combien tu continues à marcher, chaque pas l'enfonce un peu plus, transformant chaque mouvement en une torture privée que tu fais semblant d'ignorer. Mais ne te laisse pas tromper. Cette douleur ne se dissipe pas, ne s'évapore pas, ne devient pas moins réelle parce que tu choisis de détourner le regard. Tout ce que tu fais, c'est laisser l'infection s'installer, laisser des racines se former, devenir l'otage de ta propre paresse émotionnelle. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses sophistiquées. La douleur, si tu la laisses libre, se transforme en encre. Tu l'utilises pour justifier chaque faiblesse, chaque procrastination, chaque échec que tu acceptes comme un destin. Tu te répètes le même discours. Je ne peux pas avancer parce qu'on m'a blessé. Je n'ai pas d'énergie parce qu'on m'a fait du mal. Ce n'est pas de ma faute. Le passé pèse trop lourd. Mensonge confortable. La douleur est inévitable, oui, mais ce que tu en fais est ta responsabilité exclusive. Personne d'autre ne va porter ce fardeau avec toi, ni te sauver de l'auto-illusion de te victimiser. Tu as deux options. Tu en fais une excuse ou tu en fais un moteur. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Il ne te demande pas de nier la douleur, ni de l'orner de discours positifs. Il exige que tu l'utilises. Quand l'inconfort se présente, cette vieille blessure, cette erreur récente, cette déception qui ne s'en va pas, tu dois te demander à quoi cela sert, pas pourquoi cela t'est arrivé. La douleur est une matière première. Ce que tu en fais définit l'architecture de ton caractère. Tu peux laisser cela te couler, ou tu peux profiter de la pression pour forger de la discipline. Chaque fois que tu permets à la souffrance de te stopper, tu renforces le cercle vicieux de l'auto-sabotage. C'est simple. Si chaque fois que tu ressens de la douleur, tu t'arrêtes pour lécher tes blessures, tu multiplies seulement la capacité destructrice de cette gêne. La douleur se nourrit de ta passivité. Elle s'étend dans la paresse de ne pas l'affronter. Elle devient l'argument parfait pour te rendre. Ne crois pas que tu es spécial parce que tu as souffert. Tout le monde porte des cicatrices. Tout le monde a été traversé par des pertes, des trahisons, des échecs. La différence ne réside pas dans la douleur, mais dans la réponse. Si tu transformes cette énergie en action, si tu es capable de canaliser la colère, la tristesse, la culpabilité ou l'impuissance en entraînement, travail, discipline, alors la douleur cesse d'être une encre et devient un moteur. Il n'y a rien de plus pathétique que de faire d'une blessure le centre de ton identité. La douleur n'a de valeur que si tu l'as recyclée en quelque chose d'utile. Sinon, c'est une accumulation de déchets mentaux, un poids mort qui te définit simplement parce que tu refuses de le lâcher ou de le mettre à travailler en ta faveur. La prochaine fois que la douleur pointera le bout de son nez le matin, cesse de l'utiliser comme excuse pour rester immobile. Utilise-la comme un rappel que tu as du travail à faire. L'inconfort est le meilleur entraîneur. Il ne te permet pas de t'endormir. Il t'oblige à te regarder en face et à décider si tu vas continuer à justifier ta paralysie ou si tu vas bouger, même si cela fait mal. La douleur n'est pas un héritage, c'est un outil. Utilise-le.
Personne ne respecte celui qui se noie dans l'autocompassion. Respecte-toi en transformant chaque cicatrice en muscle. La douleur n'a que deux chemins. Elle te coule ou elle te propulse. Décide vite. 10. Traite ton temps comme une ressource sacrée. La vérité est celle-ci. La plupart des gens gaspillent leur temps parce qu'ils ne supportent pas de faire face à sa finitude. Ils se lèvent, regardent l'écran, se laissent attraper par l'agenda des autres et laissent le jour s'échapper entre des tâches mineures, des interruptions déguisées en urgence et des conversations qui n'ont aucune valeur réelle. Le temps s'en va dans des gestes automatiques, faire glisser le doigt sur le téléphone, ouvrir des onglets qui ne mènent à rien, écouter des histoires d'autrui qui ne construisent même pas 1 millimètre de ta vie. Tu regardes l'horloge et il est déjà midi. Tu ressens une fatigue sourde, la tête pleine de fragments dispersés, la sensation que la journée avance sans toi. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe de ne pas traiter ton temps comme ce qu'il est. Une ressource qui, une fois utilisée, ne revient pas. Observe comment tu te comportes dans les premières heures. Tu t'arrêtes sans réfléchir devant le réfrigérateur. Ouvre des messages qui peuvent attendre. Réponds à des stimuli minimes, juste pour ne pas ressentir le poids de la décision. L'esprit cherche un soulagement immédiat. Esquive l'effort de choisir avec intention. Chaque interruption a un prix, même si tu ne le vois pas. Le calendrier se remplit d'engagements vides. L'agenda devient une collection de tâches imposées par des attentes externes. Et quand enfin tu as un moment de silence, tu le remplis de bruits inutiles. La journée devient une succession de petites fuites. Et à la fin, il ne reste que la question de pourquoi rien d'important n'a avancé. Parce que tu as offert ta ressource la plus précieuse à ce qui est trivial. La discipline stoïque commence justement ici, en traitant chaque minute comme si c'était une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une seule fois. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique du contrôle, mais d'élever le standard de ce que tu permets d'occuper ton agenda et ton esprit. Si tu te vois céder des heures à ce qui ne construit pas, à ce qui ne te renforce pas, tu dois freiner et te demander « Cela mérite-t-il le temps que je ne récupérerai jamais ?» Tu n'as un sens de l'urgence que lorsque tu comprends que chaque minute que tu perds est une fracture dans ta vie qui ne se répare pas. Le temps ne se conserve pas, il ne s'investit que ou se perd. Et la différence est brutale. Regarde les gestes, la façon dont tu remets à plus tard ce qui est nécessaire, la manière dont tu te précipites à résoudre ce qui ne te concerne pas avant de t'occuper de tes propres affaires, la facilité avec laquelle tu te trouves des excuses en disant « je n'ai pas le temps », tout en consacrant des heures à ce qui ne compte pas. Le corps le ressent, tension dans la nuque, fatigue dans le regard. Cette anxiété qui grandit lorsque la journée se termine et que tu sais que tu n'as pas été maître de ta journée. Traiter le temps comme sacré n'est pas une belle phrase. C'est l'acte inconfortable et radical de défendre chaque heure comme s'il s'agissait d'une ressource irremplaçable. Respecte ton agenda comme tu respecterais une promesse faite sous serment. Ce que tu permets d'occuper ta journée finit par occuper ta vie. Celui qui ne valorise pas son temps finit par être utilisé par l'agenda des autres. Le temps est la richesse que personne ne te rend. Investis, ne dépense pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.